Donc bonjour, je suis Agathe Bonin. Actuellement, je suis à terre en histoire de l'art à Aix-Marseille Université et je commence un postdoc à l'université de Cergy à partir de septembre. Et je suis du coup en études hispaniques et histoire de l'art sur l'art espagnol du XVIIe siècle. C'est ce qu'on appelle une siglodoriste. Exactement, c'est Voilà. ça. Dans Ah notre ouais. jargon local. Alors, commence par nous dire quel est le titre de ta thèse, en quelle année tu l'as soutenue, dans quelle université et sous la direction de qui? Alors donc j'ai soutenu une thèse très récemment, le 30 mai 2026, donc il n'y a rien du tout. Elle a pour titre Le corps du Christ aux mains de femmes, images et genres dans les cultes passionnaires et eucharistiques à la cour d'Espagne, 1599-1651. C'est bon. Et je l'ai soutenue à l'université, en co-tutelle entre l'université de Cergy et l'université Autónoma de Madrid, sous la direction de Cécile Vincent Cassi et de Marie-Claude de Carlos Varón. D'accord. Alors, tu vas nous expliquer ton sujet, le pourquoi de ce sujet, etc. Mais avant, venons-en aux deux questions de la période, à savoir pourquoi l'espagnol et pourquoi prof? Eh ben, très bonne question. Pourquoi... Je vais peut-être d'abord répondre à pourquoi prof, parce que ça a été le premier, le plus évident. Moi, ma mère est professeure des écoles et j'ai un peu toujours voulu être prof. Autant la recherche, c'est venu tard, autant vraiment l'enseignement, enfin, je pense que ça m'a un peu toujours intéressée. Et ça s'est vraiment confirmé enfin, dans les études supérieures et tout, quand j'ai pu commencer à le faire bénévolement ou pour des cours particuliers, etc. Et ensuite, quand j'ai pu le faire bah, vraiment à l'université. Et l'espagnol, pour le coup, c'est arrivé un peu plus tard. Moi, au départ, j'ai une formation d'historienne de l'art et en fait, l'espagnol, c'est venu pas si tard que ça, mais en fait, en troisième année d'études, au moment où j'ai commencé à penser à comment me spécialiser en histoire de l'art, que parmi les choses qui me plaisaient, en fait, et il y en avait plusieurs, mais il y avait des choses d'art contemporain et il y avait quelques éléments de plutôt donc art moderne, enfin du XVIIe siècle, et en particulier l'art espagnol. Et, et bah, il se trouve que je me suis dit, bon, bah, on va essayer ça, et ça m'a beaucoup plu, et donc ça s'est confirmé, et ensuite je suis devenue hispaniste, en fait, à partir de là, en vivant un peu en Espagne, et puis ensuite en faisant des études hispaniques en France. Mais D'accord, donc au début était l'enseignement, puis est arrivé ouais, l'espagnol ouais, par ouais. l'intermédiaire de la recherche. Alors du coup, revenons sur l'enseignement, parce que moi je suis toujours fascinée par les collègues qui me disent, moi j'avais la vocation, ne l'ayant pas eu. Et est-ce que quand on est un enseignant qui a eu la vocation, donc je t'imagine, petite fille, dès que tu avais un cousin, un frère, un sœur ou une sœur ou je sais pas quoi qui passait à porter, attendez, bougez pas, asseyez-vous, je vais vous faire l'école et tout. Euh, alors, est-ce que on n'est pas nécessairement déçu quand on avait la vocation? C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est tu idéalises tellement le métier qu'après, une fois que tu as des étudiants de la réalité, est-ce Ouais, que tu n'es ouais. pas déçu? Je, personnellement, je pense pas. Après, c'est peut-être juste que je suis de nature relativement enthousiaste et que donc voilà. Mais en l'occurrence, ouais, j'étais pas trop à jouer à la maîtresse. En fait, j'étais plutôt Ah, à genre organiser des jeux. En fait, ah, je pense que ma vocation c'était plus monitrice de colo que d'accord, celle-là, je au l'avais. départ. Enfin, mon référent c'était ma mère qui était professeure des écoles, mais euh, et du coup, ça fait aussi que ma vocation, c'était plus le côté, enfin, en tout cas, ce qui m'a toujours intéressée, c'était plus le côté euh, parler de trucs qui m'intéressent et peut-être aider des gens à comprendre comment faire quelque chose ou quoi. Et donc, plus la partie vraiment pédagogique, en fait, que le fait que les choses dont je parle soient particulièrement poussées ou quoi. Et Hmm. donc, bah, bien C'est le sûr geste que qui te plaît. ouais, c'est ça. Donc, bien sûr que ça arrive dans l'enseignement d'avoir des déceptions dans le sens se dire, OK, enfin, au moment où on corrige, notamment les corrections, il y a des moments où on se dit, ah oui, d'accord, vraiment, ça, ils n'ont pas du tout compris. Et Hmm. je pensais que je l'avais bien expliqué, qu'on avait bien travaillé, et pas du tout. Mais en règle générale, j'ai pas l'impression, en tout cas, d'avoir eu autant une douche froide que certains collègues, effectivement, que je connais, qui sont parfois, enfin, voilà, qui n'ont pas très bien vécu le début de l'enseignement réel.
moi, je dirais que, enfin voilà, parfois il y a des problèmes sur les contraintes matérielles, le fait qu'on ne puisse pas toujours choisir exactement la façon d'évaluer ou bah, juste les horaires des cours, enfin qu'il y ait des contraintes qui dépendent pas de nous et on se rend compte que ça gêne la transmission. Le fait que parfois on voit que en fait ça manque d'envie en face et qu'on a beau ramer, etc., bah, ça prend pas. Donc il y a des déceptions, mais je n'ai pas l'impression d'avoir une déception générale et de fond sur le niveau des étudiants ou des choses comme ça en tout cas. Et alors, du coup, ça veut dire que là, il te reste plusieurs dizaines, 3, 4, avant d'être à la retraite. Donc, ces années-là, tu les envisages sereinement ou quand même avec inquiétude? Bah, pour l'instant, sereinement, mais bon, je En tout pense cas, que ça, si on en reparle dans 10 ans, probablement je serai peut-être très fatiguée et je répondrai autre chose. Mais bon, là, j'ai le privilège aussi de... Bah, ça fait que 5 ans que j'enseigne, ça fait que 5 ans que j'enseigne devant des classes entières, quoi, et dans des contextes où c'est pas des étudiants enfin, voilà, qui veulent toujours tous être là. mm, Contrairement, je veux dire, à des trucs bénévoles ou des choses comme oui, ça, bien où bon, sûr. bah, là, c'est un Mm. rapport différent. Mais donc, bon, pour l'instant, c'est aussi que je suis pas encore fatiguée, peut-être. Mais pour l'instant, ça va. Après, je pense que c'est quand même un métier très physique et enfin, je me dis que passer un certain âge, probablement, c'est ça pour le coup, la fatigue de un jour entier de cours, je la ressens déjà et je me dis que bon, ça doit pas être très évident de tenir plusieurs dizaines d'années à ce rythme-là, quoi. Mais c'est marrant que tu dises physique parce que, ce que je trouve tout à fait vrai, hein, parce que c'est pas non plus, on porte pas des cartons pour mettre sur des étagères, quoi. Donc pourquoi tu dis physique? Je pense que déjà, tout simplement la voix, alors que je dis ça, j'ai plutôt une voix qui porte de base, mais je me suis rendu compte, cette année, j'avais pour la première fois des cours en amphi, avec vraiment beaucoup d'étudiants, et il y avait un micro, et j'étais un peu là, non mais j'ai fait du théâtre, j'ai la voix qui porte, je vais pas l'utiliser le micro. Au bout de 30 minutes, j'étais en mode, non d'accord, je vais immédiatement prendre le micro, parce que ma voix va vraiment pas tenir, quoi. Donc déjà ça. Et puis même, c'est ça, enfin, c'est le fait d'être très, très, très présente, quoi, pendant L'énergie. parfois des heures d'affilée, de pas pouvoir juste relâcher son corps et puis être un peu... Donc non, ouais, moi, enfin, je trouve que c'est physique, effectivement. Bon, voilà, on se fait pas les muscles non plus pendant les cours, mais ouais, c'est fatigant pour le coup, je trouve Oui. vraiment. Moi, je dis souvent 1 heure de cours égale 1 heure de sport. Et les gens de l'extérieur comprennent pas ce que je veux dire, mais en plus, on transpire. Enfin, je veux dire, C'est on est ça. engagé, Ouais, quoi. ouais. C'est vrai que c'est fatigant. Et alors, Ouais. question difficile, mais qui me taraude, c'est quoi un bon prof? C'est une excellente question. Euh, Moi, je dirais qu'il y a justement cette chose-là de à la fois lucidité et confiance face aux personnes à qui on est en train d'essayer d'apprendre des choses. Mhm. C'est-à-dire d'être capable de comprendre à peu près où ils en sont, ce dont ils ont besoin, etc. Enfin, que voilà, la difficulté de l'enseignement, c'est pas tant, enfin, c'est pas tant le contenu qui est difficile que se remettre dans la position de quelqu'un qui connaît pas ça ou qui sait pas faire ça et voir comment est-ce qu'il peut apprendre à le faire. Donc je pense ce truc-là de compréhension et en même temps un truc de confiance, de pas non plus trop infantiliser et enfin, et en même temps c'est dur parce que bah, faire confiance, ça veut dire que forcément on peut être déçu. Enfin, dans le sens, si on fait pas confiance aux étudiants, ils vont jamais se dépasser et apprendre des trucs qu'ils connaissent pas et qui du coup bah, sont durs à faire. Mais en même temps, quand on leur fait confiance, forcément, bah, enfin, on va être déçu par peut-être une partie ou donc je dirais que ouais, c'est un mix de lucidité et de confiance et je pense que finalement j'ai appris ce que c'était une bonne prof en faisant des cours de conduite parce que c'était parmi les expériences de cours où j'étais pas naturelle quoi, enfin j'étais pas une bonne élève. Ouais, Maintenant je je conduis connais. très bien et c'est super, mais voilà, quand j'ai commencé à prendre des cours de conduite, en fait, juste, je mets du temps à ce que ma mémoire musculaire, elle s'active. Elle finit toujours par s'activer et à la fin, ça va, mais juste, ça met du temps. Et j'étais parfois face à des monitrices pas super patientes et alors, soit me disaient, tu le fais exprès. Et moi, je savais très bien que je le faisais vraiment pas exprès. Enfin, j'avais vraiment écouté ce qu'elle m'avait dit, j'avais compris, hein, mais juste, voilà. Soit du coup qui se disait ok elle le fait pas exprès mais par contre elle va jamais y arriver.
Ouais, Et en ouais, fait, de voir face à des étudiants que non, parfois, ni ils le font exprès, effectivement, ouais. ils essayent, mais le fait qu'ils essayent et qu'ils n'y arrivent pas veut pas dire qu'ils vont jamais y arriver, en fait. Parfois, il y a juste besoin d'un temps de latence, de faire reposer le truc Et c'est vrai que parfois, bah, le temps d'un semestre suffira d'ailleurs pas forcément et que peut-être ils auront le déclic, en fait, dans un an, dans 2 ans. Donc ouais, je dirais que ce truc-là de lucidité et confiance, finalement, c'est des trucs un peu émotionnels, mais c'est un peu ça, c'est les prérequis pour être un bon prof. Après, il faut aussi bien préparer ses cours et tout, et y Oui, passer mais du enfin, temps. voilà, parce que Voilà. sinon après, il y a Et toute une palette de la trucs. base, Voilà, c'est ces ouais, deux choses-là. Et ouais, c'est marrant ce que tu dis sur la conduite. En gros, un prof devrait apprendre un truc hors de sa portée pour se souvenir de ce que c'est qu'être un apprenant. ouais, C'est frappé au coin du bon sens, mais c'est une très bonne idée. Bon, on va chercher des formations saut à la perche, chasse au papillon et, code c'est ça. conduite. Bon, alors maintenant, venons-en à ton parcours, puisque tu as dit, moi d'abord, j'ai fait l'histoire de l'art, etc. Donc, qu'est-ce que tu as fait en sortant du lycée et comment bah, t'as été amené à faire une maîtrise, enfin, ça s'appelle pas comme ça de ton temps, Ouais. un M1, M2, tout ça. Raconte-nous tout ça jusqu'à l'agrég. Moi, du coup, j'ai fait. Donc, après le lycée, je suis partie en prépa parce que je voulais pas trop choisir, et voilà. En spé histoire de l'art, du coup. Euh, Et ensuite, je suis arrivée à l'ENS, donc en spé histoire de l'art, mais à côté, je prenais, en fait, la licence que j'ai validée, c'était une licence de philosophie, parce que j'aimais bien la philosophie. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à me spécialiser. Et en première année de master de philosophie, j'ai fait un mémoire sur une philosophe espagnole, sur María Zambrano. Ah oui, c'est Et cool donc que j'ai tu fait évoques. ouais. Et donc j'ai ouais et ses écrits sur la peinture en particulier. Et à ce moment-là, j'ai fait un Erasmus en Espagne. J'ai beaucoup aimé et j'y suis restée en fait pour faire mon master d'histoire de l'art là-bas, parce que là-bas les masters durent 1 an. Mm. Et donc, voilà, donc, je suis restée en master là-bas, je suis revenue, j'ai terminé mon master de philosophie avec déjà un peu une idée. Euh, J'étais arrivée dans les études supérieures en sachant que je voulais probablement être dans l'enseignement, mais sans plus d'idées. Et puis là, j'avais découvert la recherche, je me rendais compte que ça me plaisait vraiment. On m'encourageait un peu à aller vers une thèse, et donc je me suis dit, bon, bah, allons-y. Allez. Euh, et voilà, donc après le M2, en discutant, en fait, je me suis rendu compte que la philosophie, c'était super et que ça m'avait beaucoup plu comme ouverture sur le monde, etc. Mais qu'en fait, c'était pas forcément ça que je voulais faire. Mm. Enfin, je savais de toute façon que je voulais faire plutôt de l'histoire de l'art, mais voilà, que vraiment la philosophie, c'était assez annexe. Et donc, euh, en fait, j'ai commencé à suivre aussi des cours d'études hispaniques à côté pour pouvoir préparer l'agrégation. Mm, mm. Et donc après mon master de philo, j'ai préparé, donc j'ai passé et eu l'agrégation. Et ensuite, j'ai commencé du coup une thèse en études hispaniques en France et en histoire de l'art en Espagne pour essayer d'avoir un peu les deux disciplines. Voilà. Et alors, pourquoi ce sujet? Comment Est-ce que c'est toi qui, à la convergence des lectures, ou je sais pas, moi, d'une visite de musée, enfin bref, ou alors, Ouais. est-ce que c'est ta directrice, enfin tes directrices qui t'ont dit, bon voilà, il y a un sujet intéressant en ce moment sur lequel il faudrait qu'une jeune chercheuse, un jeune chercheur se penche et on vous le confie? Comment ça s'est passé? C'est plutôt moi qui l'ai construit, mais je l'ai quand même construit un peu enfin, en dialogue avec mes directrices. En gros, petit à petit, enfin, je savais que dans les lignes qui m'intéressaient, il y avait les études de genre, enfin, les questions relatives au genre, c'était quelque chose qui m'avait toujours intéressé. Mes premiers cours d'histoire en prépa qui étaient un peu poussés, c'était sur des trucs de histoire des femmes et tout, et j'avais trouvé ça hyper enfin, stimulant comme cadre méthodologique en fait. Voilà. Donc je savais que je voulais faire des choses sur le genre. Je savais que je voulais travailler du coup sur le XVIIe siècle espagnol. Ça, c'était vraiment un truc de goût. C'était pas le seul type d'art qui me plaisait, mais c'était parmi ceux qui pouvaient. Ouais, donc il y avait ça. Et en fait, plus ça allait, plus je me rendais compte que la question des usages des images et Mhm. des images, pas juste comme œuvre d'art, mais comme objet finalement de la vie politique, de la vie quotidienne.
au XVIIe siècle, en l'occurrence, ça m'intéressait vraiment. Et donc, j'avais un peu, voilà, je savais que je voulais faire sur l'image religieuse, sur le genre, XVIIe siècle, Espagne. Et avec ça, en discutant avec mes directrices, etc., je me suis rendu compte que, d'accord, donc les pratiques dévotionnelles des femmes autour des images du Christ, parce que c'est quelque chose que j'avais vu un peu dans mon master de philo. Et ensuite, ça s'est mis autour de la cour parce qu'il y avait un projet de recherche dans lequel était ma directrice, celle qui est à la Autonoma, qui était centré sur la cour euh, et sur les pratiques des femmes à la cour. Donc, voilà, donc ça, c'était un peu des deux. C'était des éléments de recherche qui me plaisaient et ensuite la spécificité vraiment, elle s'est faite en discutant et forcément en lisant, enfin en voyant quel cas d'études en fait était intéressant et était à creuser, quoi. Alors, commençons par la fin pour y voir clair, parce que comme ton titre est long, il va falloir qu'on décortique un peu deux, trois trucs. Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir démontré dans ta thèse? C'est quoi la thèse de ta thèse? Ouais. Je dirais que ce que j'ai démontré, c'est en gros le culte à l'Eucharistie, donc à le sacrement pendant la messe, etc. C'est un culte où en fait l'image est très très importante. Ça, il n'y a pas que moi qui l'ai démontré, mais je participe, disons. Les femmes pouvaient pas toucher forcément leurs favoris sacrés ou les linges, etc. Et donc, il y a cette idée que le culte eucharistique était pas mal dirigé ou en tout cas administré par les clercs, était lié à la figure du roi aussi. Et donc, ce que j'ai montré, c'est que les femmes, en fait, se saisissaient à travers des commandes de tableaux, d'objets, d'orfèvrerie, etc., qu'elles se saisissaient de ce culte d'une part, et ensuite d'une deuxième part que la relation à ce culte, enfin à l'Eucharistie et au corps du Christ en général, était vraiment très liée au genre alors là pour le coup, soit des femmes, soit des hommes qui le regardaient, qui le pratiquaient, qui le mettaient en scène en fait avec des gestes, etc. Donc pour les femmes, c'est Donc quoi une voilà. pratique, une espèce de pratique compensatoire, c'est-à-dire à défaut de pouvoir toucher, on visualise les choses, c'est ça? Une espèce Ouais, d'appropriation il y a quelque par, chose de ça où on touche à travers l'objet, en gros. voilà, Donc, c'est ce par que je me exemple, dis. Oui. en cousant des textiles en fait, qui vont être directement en contact avec l'Eucharistie, finalement, Ah on oui. touche un peu par procuration. Et puis, il y a tout un truc politique aussi. Du coup, moi, celle que j'étudie, c'est les femmes des élites courtisanes, donc de la famille royale, des familles nobiliaires, etc. Et donc, c'est aussi en fait une forme de distinction sociale. C'est aussi un élément politique en fait assez important à une époque au XVIIe siècle, donc où le rapport justement au corps du Christ, à l'Eucharistie et aux images, c'est un élément de, de schisme en fait avec les protestants, mais aussi pour ce qui est de l'Espagne péninsulaire, il y a toute la question des judéo-converts et des morisques qui sont enfin, repoussés ou voilà. Enfin, et donc pour la reine, typiquement, défendre les images du Christ, etc., c'est en fait une stratégie aussi politique. Oui, Donc, ok. Ok. Et alors, ton corpus, ça consiste en quoi? et ben, mon corpus, du coup, est assez large. En gros, la constitution de mon corpus, ça a été vraiment réussir à choisir des cas d'études qui étaient importants et qui étaient significatifs pour la période que j'étudie. C'est une période de 50 ans, donc le bon côté, c'est que c'est relativement quand même réduit. Mais l'idée, c'était dans cette période de 50 ans de choisir des choses qui avaient eu un impact et en même temps des choses qui étaient variées. Donc, par exemple, j'étudie un livre d'emblèmes eucharistiques qui a été très important, qui a été reproduit, etc. Et qui était dédié à une femme, en fait. Et la femme en question apparaît, son portrait apparaît en train d'adorer l'Eucharistie sur la couverture. Mm. J'étudie aussi toute la culture matérielle d'un couvent royal qui avait été fondé par la reine et où il y avait beaucoup de femmes de la cour qui, alors déjà, leurs filles qui professaient dans ce couvent, et puis elles-mêmes, en fait, elles pouvaient y passer des retraites plus ou moins longues, etc., ou y faire des séjours. Et donc là, c'est vraiment à la fois l'orfèvrerie, les sculptures, les peintures, un petit peu tout ça.
Dans mon corpus, j'ai aussi, oui, c'est ça, j'ai aussi parfois donc des éléments d'orfèvrerie particuliers qui sont documentés en fait, dont je sais que des femmes de mon corpus les ont donnés à une confrérie eucharistique, qu'elles étaient utilisées pendant la période. Et donc j'ai comme ça plusieurs cas d'études en fait qui se structurent par pôle, des lieux, des ouvrages importants, etc. Euh, voilà, et c'est ça qui compose en fait mon corpus d'objets étudiés. Et c'est ça, c'est les cas d'études qui ont fait l'organisation du plan. Ouais, en partie. Enfin, d'ailleurs, le plan, ça a été la partie, je pense, la plus dure de la thèse, quasiment. Parce que c'était réussir à faire quand même un plan. Je voulais faire un plan thématique, parce que je voyais des évolutions au cours de ma période, mais l'idée, c'était que justement, c'était une période de 50 ans qui est un peu une période charnière et importante, mais où il n'y a pas assez d'étapes à l'intérieur Oui, pour que ça fasse un plan c'était chronologique moins cohérent. pertinent, ouais. Mm. Voilà, donc je voulais faire un plan thématique, mais le problème c'est que aussi, il fallait aussi que je donne une cohérence aux études de cas parce que c'est des études de cas à chaque fois complexes. Et donc si, enfin voilà, et donc j'ai fait un espèce de plan un peu thématique, mais en suivant les études de cas. Voilà, et donc en choisissant bien les études de cas qui me permettraient d'évoquer tel ou tel thème. Et avec au fur et à mesure, en fait, quand même, il y a des études de cas dans lesquelles je reprends des choses que j'ai déjà, des phénomènes ou ouais, des phénomènes que j'ai déjà mis en évidence plus tôt dans la thèse à propos d'autres études de cas, mais que là, enfin, voilà, je revois avec une couche, disons, supplémentaire. J'imagine que tu devais avoir des annexes importantes. Ouais, elles ont été moins grosses que que ce que je prévoyais au début parce que, bah, bon, je pense comme beaucoup de gens, on finit toujours la thèse un peu sur les chapeaux de roue, etc. Bah, parce que, par exemple, j'avais transcrit et fait une base de données, en fait, à partir de 50 testaments d'hommes et de femmes, enfin voilà, que j'avais transcrit pour la première fois, etc. J'en avais fait une base de données avec des statistiques sur quel type d'objet ils donnaient, à quel type de personne, tout ça. Puis bon, en fait, ça, finalement, ça a donné un peu un article, mais j'en ai même pas tant parlé que ça dans ma thèse. En fait, ça m'a juste servi à savoir, moi, quel type d'objet en fait ces femmes et ces hommes avaient dans leurs oratoires. Mm. Et j'en ai en fait transcrit un seul en annexe. Alors que Ah j'en oui, avais beaucoup d'accord. plus, mais parce que en fait, polir la transcription, bien la relire, qu'elle soit, etc., ça aurait pris énormément de temps et donc c'était pas trop viable. Mais j'ai quand même des assez grosses annexes. J'ai en gros des traductions de dédicaces en latin, un testament, un inventaire entier d'un couvent. Et puis beaucoup d'images, forcément. Mm. Mais voilà, finalement, j'ai pas tant de documents que ça. J'avais un peu choisi, en gros, de chaque typologie de document, un peu un document un peu représentatif et intéressant et entier pour voilà, donner une idée qu'est-ce que c'est un testament, qu'est-ce que c'est un inventaire. Là, tu as parlé d'une variété d'objets sur lesquels on représentait, etc. Bon, il y a toutes les choses enfin, qu'on imagine facilement, qui viennent à l'esprit, mais est-ce qu'il y a des choses un peu saugrenues, inattendues, tu vois? Ouais, ouais, ça c'est quelque chose qui est assez sympa ouais, dans ma thèse, c'est que... Alors, le mauvais côté, c'est que j'ai pas tant d'œuvres d'artistes très connus, par exemple. Donc, bon, les gens qui connaissent pas du tout, je peux leur dire, oui, je travaille à l'époque de Velázquez. Ils me disent, ah, t'analyses des œuvres de Velázquez? Non, Non. malheureusement, même si j'aime beaucoup. Mais le bon côté, par contre, c'est qu'effectivement, j'ai vraiment en fait, des types d'objets, d'images auxquels on n'est pas habitué. Donc, dans les marrantes un peu, il y a par exemple un tableau qui représente une vision donc il y a une religieuse, un ange, et au milieu un espèce de bassin rempli de sang, Ah, avec du sang qui sort d'un cœur, donc il y a trois canaux de sang, voilà. Et il y a des petites colombes, et en fait c'est les religieuses qui se baignent dans le sang du Christ, et que et la religieuse qui est à côté, en fait c'est elle qui a eu cette vision du coup cette vision du sang avec du coup les religieuses qui sont baignées dans le sang du Christ. Donc, j'ai ça, j'ai des croix peintes aussi qui sont assez. Il y en a une d'ailleurs que j'ai pas pu inclure dans mon corpus, mais que j'ai adorée. Dans les croix peintes, il y en a beaucoup qui a priori étaient peintes par les religieuses elles-mêmes.
Et il y en a une notamment que j'ai trouvée signée, mais qui est du XVIIIe siècle, donc elle est hors de ma période, Ah oui. mais qui était signée par une amie de la religieuse. En fait, c'était une amie, et là pour le coup une laïque, et qui signe en disant j'ai peint ce crucifix pour sœur, je sais plus son nom, mais pour une sœur, pour le moment de sa profession. En fait, elle était peut-être voilà, très amies, et elle lui donne du coup, elle lui peint ce crucifix pour elle, pour quand elle entre au couvent, quoi. Donc, c'est des trucs rigolos. Et alors, à part tes directrices de thèse, dont tu as déjà en partie décrit le rôle, hein, parce qu'elles t'ont permis de mettre une espèce d'intuition en, voilà, il faudrait plutôt l'orienter comme ci, prendre tel corpus et compagnie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été importants dans ce parcours de conception, élaboration, rédaction d'une thèse? Ça peut être des gens dans le champ académique ou alors des gens, je sais pas moi, quelqu'un dans ta famille, des gens dont tu voudrais parler aujourd'hui. Euh, je dirais que déjà, il y a Nadège Laneri-Dagen qui était ma tutrice à l'ENS en histoire de l'art. Et c'est elle vraiment qui m'a accompagnée aussi pour la rédaction avec Cécile Vincent-Cassim. Et elles m'ont toutes les deux accompagnée pour la rédaction du projet de thèse. Et puis c'est quelqu'un que j'admire beaucoup en tant que prof et en tant que chercheuse. Donc je pense que ça a été quelqu'un qui était super important pour moi. Et ensuite, dans la thèse, il y a Antoine Roulet qui s'est retrouvé dans mon CSI, mais en fait moi je le connaissais d'avant, enfin ses livres, et il avait écrit un livre qui s'appelle Corps et pénitence sur les pratiques de pénitence des carmélites déchaussés, et ça m'avait vachement inspiré pour la thèse. Enfin, je me disais ok, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et ensuite, je dirais vraiment beaucoup mes amis et mon copain aussi, enfin, qui ont été très très là déjà pendant toute la thèse. Certains d'entre eux font aussi de la recherche, donc on pouvait aussi parler enfin, de nos difficultés, de tout ça, même si c'est quasiment que sur des thèmes assez différents du mien. Mais finalement, ça aide parce que bah, voilà, comme ça, on parle de recherche sans non plus s'enfermer sur parler à des gens qui sont déjà spécialistes. Et oui, et du coup, enfin, le fait de les relire, bah, ça me donnait des idées sur comment, bah, donc pas sur le contenu, mais par contre sur comment structurer un chapitre ou oh waouh, ok, en fait, une introduction faite comme ça marche très bien. Donc, euh, donc ouais, je Oui, dirais ça. d'accord. Bon, j'imagine qu'avec un sujet comme ça, tu as eu des difficultés. Alors, reviens, si tu le souhaites, sur celles qui sont spécifiques à ton sujet. Et puis, est-ce que t'en as eu des plus générales? Ouais, alors effectivement des difficultés. Je dirais une partie des difficultés. Déjà, des difficultés quand on travaille sur un sujet assez ancien, de soit, en gros, difficulté d'accéder à des sources, Oui. soit que ce soit juste des sources qui ont été perdues ou qui sont pas bien cataloguées, etc. Moi, il y a la chose spécifique qu'il y avait aussi des sources qui étaient parfois dans des couvents. Et alors, ça pouvait être un peu qui tout double ça m'est arrivé d'avoir des enfin, conversations WhatsApp avec une sœur d'un couvent à Tolède qui m'envoyait des emojis prières et qui m'a fait visiter des œuvres que enfin, dont j'avais aucune idée, mais bon, elle me trouvait sympathique, donc elle me les a montrées et voilà. Et puis à l'inverse, par contre, voilà, ça m'est arrivé d'essayer d'amadouer en achetant les pâtisseries très bonnes par ailleurs, mais pour essayer d'arriver dans les archives du couvent. Et en fait, c'était Très bien. impossible. Je me suis vraiment pris un mur et donc il a fallu que bah, je travaille autrement. Donc je dirais difficulté là-dessus. Difficulté aussi le fait de choisir un sujet où je travaille du coup sur des œuvres qui sont pas forcément celles qui intéressaient le plus les historiens de l'art et historiennes Mhm. de l'art il y a 50 ans. Oui, je comprends. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup hein, d'étudier, c'est pas du tout enfin, nouveau ou original d'étudier des œuvres qui sont, bah, enfin, voilà, dont le peintre n'est pas forcément connu ou des choses comme ça. Mais par contre, ça fait que, de fait, on a parfois un manque de documentation ou une difficulté à relier les objets aux sources. Et donc, le truc parfois paradoxal que la culture matérielle la plus riche que je trouvais, c'était dans des inventaires décrits, mais avec des types d'objets parfois que je pouvais pas voir. Et Et donc, ouais, ce qui a quelque chose d'assez frustrant quand on fait de l'histoire de l'art et que ce qu'on aime, c'est bah, analyser les objets et les images.
Donc, je dirais que ouais, ça, c'est parmi les principales difficultés. Et ensuite, moi, personnellement, une des difficultés que j'ai eues, mais qui n'est pas spécifique à mon sujet, c'est vraiment les questions de créer son plan, etc., de structurer, une fois qu'on a en fait toute la masse de recherche, structurer son sujet. Mais bon, ça, je pense pas que ce soit spécifique à mon sujet, mais ouais. Toi, Un c'était la peu, difficulté. Et alors, pour la rédaction, est-ce que tu fais partie de la chapelle, on commence par son introduction et on écrit dans l'ordre, ou alors la chapelle, on écrit dans l'ordre qu'on veut et on finit par l'introduction? plutôt la deuxième, avec adaptation, mais plutôt la deuxième. J'ai écrit un peu dans l'ordre que je voulais, puis j'ai repris du chapitre 1 à voilà. Et en fait, quand même, je me suis arrêtée à la moitié. J'avais 6 chapitres en tout. Je me suis arrêtée à un moment au chapitre 3. Les chapitres 4, 5, 6, j'avais des gros brouillons et tout. Et là, j'ai écrit l'introduction. Et ensuite, Ok. j'ai écrit les derniers, puis la conclusion à la fin. En gros, j'ai eu l'impression d'avoir besoin de rédiger quand même pas mal pour que mon introduction ait un sens, mais que j'avais aussi besoin de finir, en fait, de faire l'introduction, de mettre en forme ce travail théorique que j'avais déjà fait dans ma tête, mais qui, enfin, Le ouais, voir formalisé, qui ouais. méritait d'être fixé exactement pour terminer les derniers chapitres que j'avais du mal à rédiger, en fait. Et une fois que j'ai eu fait l'introduction, les derniers chapitres, quand même, venaient beaucoup plus naturellement. Enfin, il y avait des trucs que j'avais, qui étaient coincés en cours de rédaction et qui, là, se sont... Donc, je dirais que, ouais, moi, je fais un peu des deux et je pense que faut adapter, quoi. Bon, et alors, comment est-ce que tu... Parce que ça fait pas longtemps que tu l'as soutenu, donc c'est bien, tu réécris pas l'histoire, hein. Euh, Ouais. Donc, comment est-ce que tu décrirais la doctorante que tu étais? Une doctorante calme, raisonnable, bien organisée, ou une espèce d'hystérique, obsessionnelle? Il y en a plein hein, qui me disent, moi j'étais, c'est à peu près les adjectifs que j'entends, hystérique, obsessionnelle, et de y penser matin, midi, soir, quand tu allais faire tes courses, faire des cauchemars, en rêver, etc. Je dirais que ça dépend à quel moment du doctorat, dans le sens où, de base, moi, je suis plutôt, j'aime beaucoup la recherche et je suis très passionnée par ce que je fais, mais je suis très passionnée par plein d'autres choses, en fait, aussi. Et donc, au début du doctorat, je dirais que j'étais une doctorante quand même, euh, enfin, très enthousiaste et parfois, voilà, avec des grosses périodes de travail, mais une doctorante qui ne travaillait pas le week-end, a priori, qui se prenait des vraies vacances, qui, voilà. La dernière année et demie, pour le coup, ça devenait un peu... Enfin, ouais, j'avais beaucoup moins de temps libre. Et il y avait un côté, hein, effectivement, que c'était dur de détacher, en fait, parce que ça me préoccupait. Mais je dirais que ce côté un peu monomaniaque, je l'ai plutôt pas très, très bien vécu. Enfin, Ah, ça allait, mais c'était pas ma partie préférée, quoi. Je préfère quand j'ai pas que ça à penser, même si j'aime beaucoup y penser, et voilà, mais ouais. Donc, ouais, je dirais au début plutôt la première, je dirais pas jusqu'à organiser, mais en tout cas, calme. qui sait faire la part des choses est relativement sereine et enfin angoissée parfois parce qu'on est, voilà, on peut être un peu désangoissé, mais assez, ouais, avec une certaine distance. Et dans la toute fin de thèse, ça devenait un peu, voilà. Un peu le chaos, la confusion. Ouais, exactement, Bon. exactement. Ensuite arrive la soutenance. Alors, commence par nous dire qui Mhm. étaient les professeurs qui composaient ton jury. Tout à fait. Alors, j'avais comme présidente du jury Anne Le Poitvin, qui est professeure d'histoire de l'art. Et donc, autour d'Anne Le Poitvin, il y avait Roland Béard, il y avait Ralph de Koninck, il y avait Sarah Voignet, il y avait Felipe Pereira et il y avait mes directrices, du coup. Donc ça faisait un gros jury, ça, non? Ouais, oui, oui, mine de rien, ça faisait 7 personnes en tout, C'est mais c'est ça, hein? aussi bah, le côté co-tutelle, parce que du coup, Oui. comme enfin, Oui. avec déjà 2 directrices, Mhm. en plus, ça... Mais oui, ça faisait un gros jury aussi parce qu'il y avait l'enjeu de... Ça a été une thèse à la fois en études hispaniques et en histoire de l'art. Et bah, du coup, il fallait qu'il y ait pour l'évaluer à la fois des gens en études hispaniques et en histoire de l'art, quoi, pour que ce soit Bien sûr, il vraiment fallait que tu sois validé des deux ouais, côtés. évalué par les deux disciplines, Bien quoi, et sûr. reconnu dans les deux disciplines. Alors ça a duré longtemps alors, du coup?
C'était assez long, ouais. Ça a duré de 14 heures à un peu 18h30 quasiment. Ah oui, quand Donc, même. ouais, c'était en tout 4h30, bah, en comptant la délibération et tout. Mais ouais, c'était long. Tu en gardes un bon souvenir? Franchement, un très bon souvenir. Et puis, moi, en fait, ça m'a pas paru si long que ça. Mais je pense, bon, déjà parce qu'il y a un côté un peu sorti de corps quand même. Enfin, moi, en tout cas, j'avais un côté un peu sorti de Ah, c'est corps vrai, pendant t'as la l'impression que c'est pas soutenance. toi. Hmm. Exactement. Et, et aussi, même les soutenances auxquelles j'ai assisté en fait en tant que spectatrice, je trouve que paradoxalement, même si c'est long, le fait que chaque personne parle en fait une vingtaine de minutes, du coup, il y a une sorte de variation et Hmm. ça paraît moins long que ça ne l'est vraiment. Donc non, et puis surtout, c'était le côté, enfin, le bon moment, c'était d'être j'avais beaucoup d'amis, de collègues, mais d'amis aussi et de famille qui étaient là. Et c'est vrai en fait, il y a pas énormément de milieux professionnels où on a comme ça une occasion. Alors, en même temps, c'est très stressant, mais un espèce de moment d'accolade par les pairs et un moment professionnel auquel il va Hmm. de soi que la famille et les amis sont conviés. Enfin, ça n'existe pas dans beaucoup de milieux et donc c'est ouais, à la fois stressant et en même temps, je trouve assez ouais, émouvant comme occasion quoi. Donc, Et alors, tu stressais, mais pourquoi? De quoi? je pense que j'avais vraiment un côté. euh, Mais il y avait plus le côté stress. En fait, stress pour un événement important, juste parce que c'est un moment qu'on attend et donc bah, c'est stressant d'y arriver quoi. Mais j'étais pas trop stressée de comment ça allait se passer. À la toute fin un petit peu. Quand même, les derniers jours avant, je relisais fiévreusement des trucs en me disant mais qu'est-ce qu'ils vont me poser comme question et tout. Mais jusqu'au dernier jour où je pense que là c'était un peu la panique de voilà, ça allait. Mais je pense aussi parce qu'on a la chance quand même. Bah, le système des pré-rapports. Moi, en plus, il y avait en Espagne, c'est pas exactement pareil. Et il y a d'autres rapports en fait qui sont demandés à des gens extérieurs au jury, Ah à oui. des spécialistes, mais extérieurs au jury. Et donc, j'avais déjà eu 4 pré-rapports et qui étaient tous bah, bons. Et donc, donc j'avais eu interdiction formelle de la part de mes amis et de ma famille de plus stresser que ça parce que pour le coup, quand j'ai rendu la thèse, j'étais vraiment, mais c'est horrible, je comprends pas ce que j'ai rendu. Et bon. Voilà, quand j'ai reçu les rapports du jury, on s'est un petit peu moqué de moi. Et donc, à partir de là, ils ont dit non, 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 waouh, On recommence là, pas ton cinéma. interdit. Voilà. Ouais, voilà, exactement, exactement. Et alors, Donc, ouais. quand on t'a déclaré docteur, et je suppose que tu fais partie de la brouette qui a dû lire le serment des docteurs, Oui. enfin, est-ce que tu as ressenti un sentiment de légitimité? C'est-à-dire, tu t'es dit, bon, c'est pas simplement ouf, c'est fini, je m'en suis pas trop mal sortie, etc. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y avait un petit truc de, bon, bah, voilà, j'ai fait cette chose-là, j'ai été d'une certaine manière adoubée, hein, ou c'est pas du tout quelque chose, enfin, c'est quelque chose qui est étranger à toi de se dire, tiens, enfin, je suis légitime. Je trouve que quand même si le côté légitimité, j'ai pas l'impression d'avoir enfin voilà, changé de statut, enfin d'avoir changé moi quoi, ou que je suis plus ouais, mais par contre, un côté en partie de tranquillité, bah, pour reprendre la comparaison avec le permis dont je parlais tout à l'heure pour en Hein. tant que prof, mais moi, je sais que j'ai beaucoup plus de plaisir et je conduis beaucoup mieux depuis que j'ai le permis. Alors, bah, déjà parce que bien sûr, ça fait partie de la formation, mais en fait, au-delà de ça, parce que l'objectif a changé. Avant d'avoir le permis, on se dit, OK, mais en fait, tout le monde est en train de surveiller mes moindres gestes et il faut que je conduise d'une façon où le moniteur, enfin l'examinateur à côté va se dire, OK, c'est bon, donc on passe les vitesses de façon hyper, voilà, en montrant que et tout. Et en fait, à partir du moment où j'avais mon permis, c'est pas que j'ai commencé à moins bien conduire, mais juste je conduisais avec, OK, donc le but c'est que tout le monde dans la voiture soit en sécurité, c'est d'aller de tel point à tel point et Voilà. éventuellement de rassurer les passagers si je sens qu'ils sont stressés. Mais je veux dire, voilà, et il y a un peu de ça, je trouve, enfin, la thèse.
à la fin, en tout cas, la thèse, je trouve que il y avait un truc qui me pesait un peu et qui me pèse pas du tout et qui me pesait déjà pas quand j'envoyais des articles, alors que, enfin, c'est des articles relus par les pairs, donc évidemment qu'il y a une évaluation, mais disons une évaluation entre pairs, pour moi, c'est pas la même chose. C'est effectivement, on montre que on fait de la recherche. En fait, c'est plutôt on montre les sources de notre recherche pour que les autres personnes puissent vérifier que c'est juste, aller chercher eux-mêmes, etc. Mais on n'est plus en train de le faire pour prouver. Oui. Enfin, même dans le rapport à la bibliographie, par exemple, Mm. on montre d'où on vient, etc. Mais on n'a plus besoin de prouver. Regardez, j'ai bien lu ces choses-là. Enfin, Montrer pas de blanche, oui. donc ça, pour le coup, je l'ai senti vraiment et enfin, je l'anticipais et je l'attendais vraiment et ça m'a effectivement un peu soulagée de me dire, OK, là, c'est bon. Je continuais d'être évaluée, etc. Et enfin, voilà, d'être jugée, mais être jugée par mes pairs, ouais, c'est pas la même état d'esprit, quoi. Alors, comme tu en parles beaucoup, finalement, tu as été plus contente quand on t'a déclaré docteur ou quand on t'a dit que tu avais réussi ton permis de conduire. Ah, quand même, quand on m'a déclaré docteur. Mais limite, Non, limite. non. Non, mais je trouve que enfin, le PM, ça m'a vraiment marqué, mais surtout en tant que prof, mais même pour ça, enfin, ouais, ouais, le Bon. fait d'avoir pas été souvent une mauvaise élève dans ma vie, je pense que ça m'a marqué Ah ouais, c'est comme ça. expérience. Ça t'a C'était il y a longtemps, mais Mm, c'était il y a longtemps, mm. mais c'est encore frais, je pense. Voilà. Surtout si tu t'es fait secouer par des profs un peu cassants et Ouais. pas très pédagogues, quoi. Bon, et alors le lendemain de la soutenance, tu t'es réveillée et quoi? Alors, très bonne question, j'ai limite oublié. Qu'est-ce que j'ai fait déjà le lendemain de la soutenance? Si, je crois que j'avais une journée absurde encore, comme j'en avais du coup vers le début de la thèse et un peu moins à la fin. J'allais déjeuner du coup avec ma famille, puisqu'il y avait des cousins et tout qui étaient venus. Et puis ensuite, j'avais une expo avec des amis. Puis ensuite, je repartais dîner avec d'autres gens. J'ai quand même fait une grasse mat avant ça. Mais voilà, j'ai dormi tard et ensuite j'ai vu un peu 15 000 personnes et En tout cas, il n'y a c'était aucun moment où super. tu t'es dit ah, il faut que je me mette à ma thèse. Ah non, je l'ai soutenue hier. Si ça m'est arrivé depuis. Lendemain, non. Le lendemain, ça allait. Après, je pense que, en l'occurrence, comme j'étais en co-tutelle, enfin, en tout cas, à la Autonoma, il faut rendre la thèse à cause de ce truc-là, là, des rapports externes. Ah oui. En fait, on rend la thèse bien en amont. Et donc, moi, j'avais rendu ma thèse en janvier. Donc, ça faisait déjà un peu de temps que j'avais plus à travailler sur la thèse et que donc la tâche en arrière-plan, elle n'était plus voilà, dans mon quotidien, quoi. Même si ça m'est réarrivé d'y penser et de me dire, et non, mais voilà. Et donc, est-ce que tu fais partie de ces gens, ou alors comme ça s'est fait en douceur, t'as pas eu ça, de vide, tu vois, la sensation de vide, de te dire, bon, mais Moi, je suis désœuvrée, tu vois? pour le coup, vraiment pas du tout. Alors, il y a effectivement le fait que, comme j'avais beaucoup de temps entre le rendu et la soutenance, je pense que ça a aidé. Et puis, du coup, j'étais à terre là cette année. Donc en fait, déjà, j'ai rendu et j'avais 250 copies à rendre 10 jours Oui. après le rendu. Donc, Et de voilà. quoi t'occuper. Et Ok. ensuite, le deuxième semestre, j'avais les cours à préparer. Donc, bon, de fait, j'aurais aimé avoir plus de vide. Mhm. Mais donc, je n'en ai pas eu directement. Et non, moi, j'avoue que moi, j'ai un peu une théorie que le postpartum de thèse, ça dépend quand même beaucoup de où en est sa situation personnelle, etc. Mhm. Et, et aussi du rapport peut-être à son sujet. Moi, c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup la recherche, etc. Mais enfin, j'ai pas été appelée par mon sujet ça fait pas depuis que j'ai 15 ans que je réfléchis aux images religieuses dans l'Espagne du siècle d'or et donc j'aime beaucoup mon sujet. Ça fait un genre de vide, mais en fait ouais, je manquais pas de choses pour remplir ma vie au-delà de la La thèse, place. quoi. Au contraire, c'était plutôt un soulagement. Ouais, ouais, ouais. La question d'après, je vais un peu l'adapter parce que tu vois, normalement, c'est dans quelle mesure, après ce temps, la thèse continue d'avoir une influence dans la recherche, l'enseignement, tout ça. Donc là, ça va pas. Mais en revanche, dans quelle mesure est-ce que le fait de faire une thèse tout en enseignant
tu as eu l'impression que, parce qu'en plus, tu as fait une thèse en quoi, 3 4 ans, dans quelle mesure est-ce que, tu vois, en même temps que tu te construisais toi comme doctorante, futur docteur, ça a influé sur ta pratique de l'enseignement, ou est-ce qu'il y avait vraiment une frontière hermétique entre toi qui cherchais et toi qui faisais cours? Euh, je dirais que ça a influé, même si c'était pas, enfin, pas si évident que ça, dans le sens où j'ai en fait beaucoup enseigné sur des choses assez loin Ouais. de mes sujets de recherche. Enfin, j'ai très peu enseigné sur mon sujet de recherche, en fait, puisque en études hispaniques, bah, j'étais chargée aussi de cours de traduction, de cours de cinéma espagnol, par exemple, euh, parfois de littérature. Donc de choses qui sont pas mes spécialités de recherche. Et en histoire de l'art, pareil, bah, j'ai beaucoup donné des cours iconographie mythologique, la peinture de paysage, enfin donc des trucs très loin. Donc ça m'a pas servi dans les contenus, mais par contre, je pense que ça m'a pas mal aidé pour du côté, enfin la recherche m'a un peu aidé à trouver peut-être des accroches, notamment pour des L3, mais même en fait pour des L1, trouver des accroches de qu'est-ce qui peut être intéressant, je sais pas, décoder un document, faire Mm. le travail de aller chercher en fait sur Internet des références sur un sujet et essayer de se faire une idée de quelles sont les références pertinentes ou non. Donc il y a des trucs dans le processus de recherche où je voyais les choses qui, moi, me plaisaient dans le processus de recherche. Bon, les choses qui nous plaisent en tant que chercheurs sont pas forcément celles qui Non, 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 mais il y a une plairont démarche, aux je comprends très étudiants. bien. Mais voilà, des démarches un peu où je me disais, ok, ou du coup des cas d'études où je me disais, ah, ça peut vraiment bien marcher en fait si je réussis à leur faire reconstituer ce chemin-là, ils vont être contents ou ça va les intéresser. Et inversement, par contre, je trouve que, enfin, je pense que c'est un des compliments que j'ai le plus gardé. Il y a une des rapporteurs qui disait qu'il y avait des chapitres qui étaient écrits avec beaucoup de pédagogie et qu'on sentait l'enseignante et j'étais hyper contente. Mais pour le coup, ouais, la pratique d'enseignante où je me dis que ça aide beaucoup en fait dans la recherche à juste écrire des choses qui soient compréhensibles, quoi. Enfin, c'est sûr que c'est spécialisé, mais Mettre à de la faire portée de. l'effort, parce que parfois, quand on est obscur, ouais, quand on est obscur, enfin, ça donne l'air intelligent, mais en fait, c'est juste un manque de clarté, quoi. Et alors, avoir fait une thèse, ça a fait de toi une meilleure prof? Euh, moi, personnellement, je dirais que oui, mais peut-être que je serais devenue une meilleure prof avec une autre expérience. Enfin, Oui, oui. je En sais tout cas, pas à quel point celle-là, faire elle- une thèse. voilà, ça ne veut pas Ouais, dire ouais. qu'on est forcément un bon prof quand on a fait une thèse ou une R, Oui, exactement. mais en Mais même moi, personnellement, j'ai l'impression que oui. Mais en fait, de la même façon que avoir passé mon permis a fait de moi une meilleure prof. Alors que, non, alors ouais. pas de la même façon. Non, non, mais c'est Non, quand même non, non, beaucoup mais je plus, comprends. Ouais, c'est ouais. plus intimement lié. Mais je veux dire, oui, moi, je pense que ça a fait de moi une meilleure prof. Mais, non, mais si, quand même. Sur le côté, en fait, la démarche, le fait de prendre plaisir à la démarche scientifique, etc., je pense que ça, c'est quand même vraiment un mécanisme, en tout cas pour moi, d'enseignement qui est super intéressant. D'apprendre à faire les choses par soi-même et à décortiquer d'où vient une information ou Mm. à regarder une image ou un document avec un œil critique. Bah, ça, c'est quand même quelque chose que j'ai Une appris à vraie faire thèse. en tant que chercheuse et qui me Ouais. sert en tant que prof. Donc, non, quand même, si, ça, c'est important. Est-ce que, bah, je suppose que tu n'as pas encore relu ta thèse, mais si oui, tu m'en parleras. Et sinon, est-ce que tu envisages de relire ta thèse et le cas échéant, est-ce que c'est sereinement ou avec déjà un peu d'inquiétude de ce que tu vas y trouver? Alors, en fait, j'ai relu en grande partie ma thèse entre le moment où je l'ai rendue et la soutenance, Mais ça, c'est pas pareil. parce qu'il y avait un moment où je pouvais faire, voilà, mais Non, bon, où je pouvais faire non. des trucs de Après coquille, la tout ça. Donc, soutenance. voilà. Non, après la soutenance, je m'étais dit que je le ferais et finalement, je ne l'ai pas fait en me disant qu'il fallait d'abord que je vois pour une éventuelle publication et tout et que je la relise en ayant déjà en tête des choses un peu plus précises. Je pense que pour l'instant, j'ai plutôt hâte, mais c'est peut-être parce que c'est
pas tout de suite et que donc c'est facile d'avoir hâte tant que c'est pas encore réel. Hmm. Mais non, j'ai pas trop peur. J'avais très peur quand je le faisais entre le rendu et la soutenance. Là, pour le coup, c'était hyper stressant et je l'avais repoussé pendant super longtemps avant de reprendre les coquilles. Et j'étais un peu terrifiée de le rouvrir. Là, quand même, pour le coup, la soutenance, j'ai l'impression, a vraiment changé quelque chose où je me suis dit, bon, ok, en fait, c'est bon. On m'a dit que c'était bon, donc ça va pas être parfait, mais j'ai moins peur d'y retourner. Même au contraire, je me dis, ah, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que je peux améliorer. Mais bon, peut-être Mais que quand je vais commencer à le est-ce que faire, en tu as fait, ça va l'impression de être l'avoir mieux. déjà un petit peu oublié? C'est-à-dire, tu vois, quand on est dedans, on se souvient d'avoir dit un truc, alors pas nécessairement à telle page, mais à cet endroit de l'argumentation, etc. Et là, Mhm. est-ce que quand même tu te dis, attends, comment j'avais commencé cette chose? Tu vois, est-ce qu'il y a déjà, est-ce que tu es encore complètement dedans, en fait, ou est-ce que bah, ça devient déjà une chose un peu lointaine? Là, j'ai l'impression d'avoir un petit peu oublié. Mais Ah, si je m'y remets, je peux encore quand même beaucoup reconstituer ça les revient. argumentaires des parties, etc. Parce que Ouais. je me suis replongée dedans, en fait, trop récemment avec la Mm. soutenance. Mais je sens que je suis dans un processus de assez vite le mettre un petit peu à distance. Mais que voilà, pour l'instant, dès que j'y repense ou que j'y retourne, très vite, je peux redire. Ouais, je suis encore un peu dedans, quoi. T'as pas encore coupé complètement. Elle est où la thèse chez Ouais. toi? Dans ta bibliothèque, dans ta cave? Et ben ouais, elle est dans les derniers étages en bas de ma bibliothèque. J'avais Ah, déjà bah, mon mémoire mon mémoire d'histoire de l'art et celui de philo. Et du coup, je l'ai mise à côté pour l'instant. ok. En Voilà. bas, rien de symbolique. C'est juste. Non, ouais, justement en bas parce que je pense que j'aurais pas trop envie de la voir tout le temps. Ah, Mais quand même pas loin de mon bureau du coup, elle est juste à côté. ok. Et quand par hasard Ouais. ton œil croise la couverture, t'as une petite pensée? Pour l'instant, après, elle n'a pas été longtemps dans cette position parce que pendant longtemps, elle est restée sur mon bureau pour Ah, les trucs des coquilles. Et j'ai mis un peu de temps après la soutenance. En fait, j'avais un colloque, tout ça. Enfin, voilà. Et donc, j'ai pas eu tout de suite le temps de ranger mon bureau qui a été un chantier. Donc, d'accord. Et ça y est. non, si, quand même, petite pensée quand je tombe dessus. Mais c'est vrai que ça fait pas assez longtemps, quoi. En tout cas, t'en es pas à lui parler comme certains qui peuvent dire ah ben t'es là toi? Non. Non, pas encore. Ok. Ça va peut-être venir, mais pas pour Bon, l'instant. le cas échéant, tu m'envoies un mail en me disant ça y est, j'ai tutoyé ma thèse. Alors, quels sont les conseils que tu donnes, que tu donnerais à de jeunes doctorants? Oh. Je dirais, je donne souvent le conseil en première année, sauf pour les personnes qui ont déjà fait leur mémoire, en fait, déjà sur le sujet de la thèse, etc., ce qui est super. Mais Mm. sinon, leur dire la première année de pas trop angoisser d'être perdu et de prendre ce temps, en fait, d'être. Bah, alors, malheureusement, enfin, voilà, les, le temps de la recherche et des financements, etc., ne nous autorise pas forcément à vraiment prendre ces... Mais de fait, je pense que c'est, en tout cas pour certains sujets, c'est impossible de faire de la bonne recherche si on ne prend pas d'abord le temps de tirer plein de fils, chercher dans plein de directions, parce que sinon, on choisit d'avance... En fait, on choisit d'avance ce qu'on va dire ou ce qu'on va démontrer et ça biaise en fait. Et donc souvent je dis, ouais, les gens en première année, je leur dis vraiment de se laisser un peu le temps et de pas stresser parce que quand je repense à mes toutes premières années de thèse, je me dis que finalement le seul truc qui m'a un peu pourri la vie, c'est d'avoir des moments de vraiment d'angoisse, de me dire mais en fait j'ai pas de sujet, c'est horrible et que bon non, ça prend forme et ça va quoi. Et ensuite d'être organisé dans la façon, alors si on a à gérer des archives par exemple, d'être bien organisé dans la façon dont on le fait, parce que moi par exemple j'ai essayé de l'être au maximum, et même comme ça, j'aurais aimé, à la fin de la rédaction des annexes et tout, j'aurais aimé l'être plus que je ne l'ai été. Et donc je pense qu'on n'est jamais assez organisé avec ses matériaux de base et sa bibliographie. Voilà. Ceux qui n'ont pas Zotero, installer Zotero, ça c'est un conseil aussi que je donnerais. Et ouais. Ouais, c'est pas. Au fait, est-ce qu'il y a une chose que tu changerais de ta thèse? Un truc que tu ferais autrement? Tu le sais déjà. C'est dur d'en choisir une. Je pense qu'il y en a plusieurs.
Mais vraiment une, tu vois, tu te dis là, j'aurais vraiment dû faire ça, pas de cette Ouais, façon-là. ouais. Si j'en C'était... choisissais une, je pense que si j'en choisissais une, ce serait de faire un chapitre. Déjà, ok, un truc très formel, mettre les illustrations au fil du texte. Ouais, On m'avait un peu conseillé de les mettre dans un volume à part, et c'est vrai que ça permet de... Voilà. Mais en fait, c'est vrai qu'avoir les 500 pages de texte d'un coup et tout, c'est un peu dommage et ça reflète pas très bien en fait le dialogue entre texte et image que j'aimais ok. bien. Donc Donc ça, je c'est une dirais ça organisation sur la technique. forme. Ok. Ouais, c'est ça. Et sur le fond, je pense que ce serait rajouter un chapitre un peu où j'explique des éléments de en fait la culture matérielle, donc les types d'objets, d'images, etc., autour d'une célébration eucharistique. Parce que là, c'est un truc que j'explique petit à petit, un peu tout du long. Ouais, j'ai compris. Et je me dis Parfait. que en fait, enfin, ouais, au niveau structure, vu comment je m'étais engagée, ça pouvait plus rentrer. Mm. Mais que en fait ça aurait été utile et ça aurait été mieux. Et j'avais en fait des inventaires, des testaments pour en faire une étude vraiment dans les oratoires privés des femmes que j'étudie. Et ça aurait été super intéressant. Mais le moment où je me suis rendu compte que ça aurait été intéressant, c'était un peu trop tard pour en faire une partie, quoi. Et alors, justement, question, est-ce que chemin faisant, parce qu'au début, bah, on a un sujet, c'est celui qu'on trouve, et puis parfois on avance, et on se dit, bah, bon, comme tu l'as dit toi-même, je suis engagée, maintenant je vais finir celui-là. Mais est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné de te dire, ah bah, si j'avais eu la maturité, le recul que j'ai maintenant, la thèse, c'était pas là-dessus qu'il fallait la faire, mais c'était plutôt sur tel ou tel aspect. Donc pas, je veux pas que tu m'en donnes un autre, mais est-ce qu'il t'arrive de, Oui, en oui, fait, oui. d'avoir trouvé ton sujet malgré toi, malgré ta thèse après coup? Ou pas du tout, c'était clair, et ça allait rester. Moi, je dirais pas tant que ça, justement parce que, et c'est ça qui me faisait angoisser au début, le sujet de la thèse tel qu'il est formulé maintenant est pas du tout ce qu'il y avait au début. Ok. Et que donc, je l'ai défini justement en voyant, ok, en fait, c'est tel truc qui est intéressant. Je sais pas, l'aspect politique, par exemple, je l'avais en vue de façon très lointaine, en fait, en commençant la thèse, et c'est vraiment en travaillant que je me suis rendu compte que c'était important, ou en fait, au début, je voulais travailler sur le rapport au corps du Christ et toute la question de l'Eucharistie et enfin, du lien face au protestantisme, etc. Bah, c'est vraiment venu en travaillant et tout, donc, je dirais que c'est pas trop. Après, par contre, j'ai croisé évidemment des champs de recherche ou des choses comme ça où je me disais, ah, ça, ce serait super intéressant. Mais je pense que j'ai trop un peu galéré à trouver et à définir mon propre sujet et que je l'ai vraiment défini en voyant mes objets pour en voir un autre bien défini Mm. et me dire, ah, ça aurait été bien. Mais Ouais, par ouais. contre, oui, des champs de recherche où je me disais, ah, ça aurait été intéressant en fait de s'intéresser à ça, ça oui, c'est sûr. Mais ça, c'est que partie remise et tu feras des articles Ouais, sur ces sujets que exactement. tu as croisés en route. Alors, est-ce que tu te souviens de la première phrase de ta thèse? Est-ce que tu te la rappelles déjà? Je sais par quoi ça commence, donc je vois à peu près Est-ce que ce tu que serais en ça va mesure être. de me la réciter? Non, réciter, non. Ah, tu Mais l'as par oublié. contre, je peux la lire. Alors, Je l'ai c'était... oublié, ouais. Et alors, voilà, bah, du coup, on va faire le pis-aller, puisque tu te la rappelles pas. Lis-moi cette première phrase. Et puis, surtout, avec quelques mois d'écart par rapport à la soutenance, et un peu plus par rapport à la dernière, quand tu as mis le point final, qu'est-ce que tu en penses de cette première phrase? Alors, sortir là. C'est ce que j'ai préparé à côté. Ouais. Donc, La bête. la bête, le gros bébé. Alors, sur une toile verticale de 141 centimètres de haut sur 109 de large, un homme et une femme se regardent sous un arbre. Figure 1, entre parenthèses. Ok. La figure 1, là. Ok, on voit très bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Euh, je je l'aime bien pour l'instant. Je pense que j'ai pas encore eu le temps d'avoir le recul nécessaire pour me dire qu'en fait c'était un peu naze. Mais pour l'instant, je l'aime bien. Je sais que je voulais vraiment commencer par aussi parce que bon, forcément, dans des trucs d'histoire religieuse, histoire politique et tout, il y a beaucoup de grosses théorisations, de plein de dates, tout ça.
Mais au départ, je suis quand même une historienne de l'art et ce qui m'intéresse, c'est enfin, la Ok. matière des choses. Et donc, je voulais commencer par une accroche, vraiment par un commentaire d'œuvre et commencer par ce truc de, en fait, avant de savoir c'est le Noli Me Tangere, c'est Marie-Madeleine et le Christ, ok, qu'est-ce qu'on voit? C'est une toile de tant de centimètres sur tant de centimètres, donc un objet qui a des dimensions, une taille, voilà. Et on voit un homme et une femme sous un arbre au départ, en fait, avant C'est de... ça. Tu Et voulais alors, qu'on en fait, voit, très vite, ouais, on voit et après on discute. très vite à l'époque. Mm. Ouais, exactement, exactement. D'abord, on regarde et puis ensuite on discute. Bah, ça, typiquement, c'est des choses où c'est sûr que l'expérience d'enseignante, ça aide à ça parce que, bon, autant un spectateur du XVIIe siècle, et j'en parle après, il reconnaissait très vite le Noli Me Tangere, même s'il y avait certaines iconographies qui finalement, même pour quelqu'un du XVIIe siècle, il y avait plusieurs niveaux de lecture, etc. Il n'y avait pas un seul spectateur. Mais quand même de partir de notre, nous, le regard qu'on a et comment on voit cet objet, en fait, je trouve que c'est intéressant comme point de départ, en tout cas. Alors après, dans ta thèse, tu parles à je ou enfin depuis je ou on, nous, Nous, nous. mais vraiment par convention un peu, enfin, je pense que notamment chez les siglodoristes, ça se fait, j'ai l'impression que le jeu se fait euh, pour peut-être des chercheurs-chercheuses confirmés, mais que Mm. dans une thèse, ça paraîtrait peut-être déplacé, ou bon, peut-être que c'est moi qui m'imagine, mais en tout cas, ouais, je parle avec le nous, même si c'est pas forcément moi le choix méthodologique que je préférais, mais Mais est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir la tentation du jeu? ouais. Ah, Déjà, forcément dans l'introduction, parce que des moments de quand même d'explicitation méthodologique où nous avons considéré les archives, ben, enfin, ça sonne un peu bizarre, quoi. Donc, ouais, il y a des moments où il y a la tentation du jeu, mais voilà, par souci d'harmoniser et de jouer au nous. Après, j'aime bien le nous pour toute la partie conduire un peu l'argumentation. Nous allons voir, ça j'aime vraiment bien parce qu'il y a un côté où on emmène en fait les lecteurs avec soi dans sa recherche. Donc, mais ouais, la tentation du jeu, quand même, elle existe. et dans un article récent, il t'est arrivé d'utiliser le jeu? Ou t'es toujours sur le... Ouais, bah, Ah, déjà, tous les articles en anglais. Donc ouais, tous les articles en anglais, j'écris toujours au jeu parce que pour le coup, c'est la convention. ah, ok. Mais moi, ce qui me plaît plutôt un peu plus, je dirais. Ouais. Et je pense qu'en français, j'aimerais bien, enfin, voir en tout cas comment ça peut se faire. Mais ouais. Bah, lance-toi. Parce que d'ailleurs, ma question, elle est issue de l'expérience des différentes personnes que j'ai interviewées. Et c'est vrai que c'est récent que les jeunes docteurs qui ont soutenu, comme toi, depuis quelques mois, quelques semaines, me lisent des premières phrases où il y a le jeu. Et du coup, ça m'a interpellée et je me suis dit, tiens, Oui, manifestement, là, il y a un changement générationnel. Et je me demandais ce que toi, tu avais fait. Donc, toi, tu es ouais, resté classique ouais, sur le on, nous, ouais, ouais. aseptisé. Oui, Ok. oui. Et puis je trouve que et pour le coup, moi, pour la première phrase, il y avait ce truc de, j'aime bien commencer par les accroches, même si ça peut avoir un côté peut-être un peu scolaire de commencer par une accroche, mais j'aime bien pour aussi le côté, même s'il faut bien sûr reconnaître que son sujet de recherche, il est issu de ses interrogations, de son parcours, etc. Mais de quand même montrer aussi que c'est pas juste une quête un peu voilà, qu'on a tout seul, etc. C'est en fait c'est quand même aussi des objets, des choses qui existent en dehors de nous et qui nous interrogent nous, mais qui interrogent en fait des gens plus généralement, une communauté scientifique et puis peut-être la société en général. Et donc de commencer de commencer par, pour le coup, à la troisième personne en donnant la parole aux objets. Ok, il y a cet objet qui existe et qui est comme ça, et qu'est-ce que nous, on va, plutôt que de commencer par le parcours qui m'a mené à me poser ces questions-là. Enfin, je sais pas si c'est une meilleure solution, mais en tout cas, moi, je préférais aussi, je pense, au truc. Ouais, je comprends. Et en même temps, c'est vrai que à partir du moment où tu poses un objet devant le regard et que tu vas analyser cet objet depuis le regard, la question de la subjectivité se pose grandement. Complètement. Et puis c'est toi qui as choisi cet objet comme Et premier voilà. cadet. Enfin, ouais, non, c'est clair. Oui, oui, c'est sûr.
Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cet entretien et puis d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Et puis là, je pense que maintenant, il faut que tu profites de ton été pour te Ouais. reposer un petit peu et bon post-doc pour l'année prochaine. Merci beaucoup. C'est oui, le repos est complètement le plan.